Alors, remise des prix. On va faire un petit récap du prix d'architecture pour que vous puissiez comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que le prix d'architecture, comment il s'est organisé cette année. Et puis, il y a deux équipes qui sont présentes, qui sont arrivées discrètement, qui sont en fond de salle, qui viendront tout à l'heure présenter leur projet. Et à l'issue de leur présentation, on pourra annoncer quelles sont leurs places. Bon, ils savent déjà qu'ils sont lauréats, hein, mais quelles sont leurs places, quels ont été les avis des membres du jury, et puis on remettra les prix officiellement. Donc le prix d'architecture, qu'est-ce que c'est? Donc c'est avant tout un concours d'idées pour les étudiants. Donc c'est un projet fictif. À chaque fois, voilà, les projets ne sont pas censés se réaliser, mais ils peuvent l'être. C'est un concours biennal, donc qui est organisé tous les 2 ans, qui est ouvert aux étudiants architectes, ingénieurs, urbanistes, designers et toute autre formation technique type BTS, SCBH. SCBH, c'est Système constructif, bois et habitat. Je voyais des yeux qui s'interrogeaient. À la base, en fait, c'était un concours qui était vraiment orienté ingénieur, et puis en fait, au fur et à mesure du temps, ça a été ouvert à d'autres formations. Donc c'est ouvert aux étudiants de toute la France. On a même eu une année des étudiants qui venaient de Suisse, même si bon, là cette année ça s'est vraiment plus recentré, et là nos 2 équipes finales sont des équipes stéphanoises, mais en soi c'est ouvert à tous les étudiants. On est sur des équipes de 2 à 4 étudiants, et évidemment le matériau principal à utiliser est le bois, sinon on n'aurait pas d'intérêt à organiser ça à Fibois. En 2021-2022, on a ouvert le concours on a fait une ouverture avec le concours Impact. C'était une remarque de Dominique Mollard l'année dernière. C'est un concours en fait qui est national et qui vise à utiliser plus les matériaux biosourcés, les notions de frugalité, de sobriété. Et donc, on a essayé de faire mixer un petit peu les conditions du concours pour que les étudiants, en répondant au concours de Fibois 42, puissent également participer au concours Impact. Donc, on est sur une 8e édition. Par le passé, on a eu, là je vais faire un petit peu le récap de ce qu'il y a eu par le passé. La première édition, c'était l'aménagement nautique à vocation touristique pour le Grand Roanne et le Rouennais. On a eu le thème des logements collectifs en bois en milieu urbain à Saint-Éan. Il faut savoir que ce projet-là a été réalisé finalement. Une tour en bois de grande hauteur, donc à Saint-Étienne. Une passerelle urbaine en bois. Alors à chaque fois on dit que c'est en bois, mais en soi c'est logique. La passerelle urbaine en bois qui est censée traverser, en fait oui, pour ceux qui connaissent Saint-Étienne, vous avez une passerelle métallique au niveau du boulevard Thiers. Et là l'idée c'était cette passerelle métallique, elle est temporaire, mais depuis 2008 ou 2010. Elle était censée durer 2-3 ans, et parce qu'elle n'est pas accessible aux normes en fait, PMR. Et donc là, l'idée, c'était de pouvoir proposer une passerelle qui soit justement avec ces conditions d'accessibilité PMR. Une tour d'observation panoramique dans le Rouennais. Une toiture active pour le parking des Ursules, donc là de Saint-Étienne. Et donc cette année, la 8e édition est à Saint-Didier. Comment ça s'est passé? Donc tous les 2 ans, en l'occurrence, on recherche des sujets à Fibois 42 pour pouvoir inviter les étudiants à réfléchir sur des projets. Donc nous, on a tout intérêt à avoir des sujets qui sont dans les territoires différents du département de la Loire, puisque notre champ d'intervention, il est départemental à Fibois 42. Donc ça fait plusieurs fois qu'on avait des sujets plutôt sur le stéphanois, on avait eu le Rouennais. Et donc l'idée est aussi de bouger un petit peu sur le territoire. En parallèle, à Saint-Didier, il y a des questionnements sur l'aménagement de cette fameuse parcelle AN49 dont on va parler tout à l'heure. On a eu la proposition de se rapprocher du concours Impact, et il y a eu une certaine on va dire, une mise en relation qui a été facilitée dans le sens où je suis un peu à Fibois et un peu à Saint-Didier, et je me suis dit tiens, ça pourrait être l'occasion en tout cas d'organiser ce concours, d'avoir comme sujet du prix d'architecture cet aménagement de cette parcelle. On a eu une petite évolution des conditions du concours.
parce que l'aménagement de cette parcelle, on est sur un aménagement qui est global, on est sur quelque chose qui est un peu moins technique que quand on demande de fabriquer une tour voilà, avec un usage bien spécifique, quelque chose de bien précis, bien technique. Là, on est sur un aménagement global. Mais voilà, les choses évoluent aussi en fonction des sujets. Au niveau du sujet et du contexte local, donc là, vous avez une belle carte qui représente Saint-Didier-sur-Rochefort. Ce qui est en rouge, bah, c'est la partie, clairement, c'est la partie du bourg. La zone urbaine de Saint-Didier-sur-Rochefort. Donc Saint-Didier, c'est environ 420-425 habitants. C'est un bourg, 45 hameaux. Il y a énormément de hameaux. Il y a des hameaux avec une seule maison, mais ces hameaux existent. 22 km², donc on est une commune qui est assez grande. On a beaucoup de forêts, 58,3% de forêts, 40,5% de prairies et de zones agricoles et 1,2% de zones urbanisées. On a un bourg qui était anciennement très commerçant. Vous avez dû passer par le bourg et vous voyez en fait cette place avec il y a plein de rez-de-chaussée qui étaient des rez-de-chaussée commerçants. À l'époque, il y avait énormément de commerces, de bars, voilà. Aujourd'hui, il nous reste 3 commerces. Alors je dis nous parce que je me considère en fait comme Saint-Didier, quoi. Donc on a une boulangerie, un bar, une coiffeuse. On a 2 petits marchés, le jeudi soir et le dimanche matin. On a une école qui est le regroupement du RPI avec 3 autres communes autour. Donc on n'a qu'une seule école. Sur certaines communes, le RPI, il y a plusieurs écoles. Il y a les maternelles dans un coin, les primaires, enfin dans un village, les primaires de l'autre. Là, c'est tout dans la même école. On a un EHPAD, une communauté thérapeutique et un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, un CADA. Plusieurs associations, donc le comité des fêtes, le saut des écoles, le club de l'âge d'or, les boulistes qui étaient là et qui ont pris pas mal de place. Si on ne pouvait pas se garer, c'était parce qu'il y avait les boulistes qui étaient à l'œuvre. L'association de chasse, etc. Et on a un accroissement et un rajeunissement de la population avec des installations de famille. Et régulièrement, on a des demandes en terrain constructible et en offres locatives. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que voilà, on a de la demande, on a des gens qui veulent s'installer, mais aujourd'hui on est aussi bloqué parce qu'il manque de terrain à construire ou il manque d'offres locatives. En parallèle, on a quand même une problématique autour du centre-bourg. Comme beaucoup de centres-bourgs, ces maisons, ces habitats-là attirent moins. Et donc il y a de la vacance immobilière en centre-bourg. Il y a eu des travaux qui ont été initiés sous l'ancien mandat, une étude qui a été réalisée avec Épure en partenariat avec Loire-Forêt Agglomération, qui a ressorti une note d'enjeu. Et l'enjeu de la maîtrise foncière de la parcelle AN49 était déjà identifié. Donc là, j'ai fait un zoom sur la note d'enjeu qui avait été publiée. Et donc voilà, on retrouve différents espaces au niveau du bourg. Et vous avez cet espace jaune. C'est la parcelle AN49 où on voit qu'il y a c'est marqué un potentiel important équivalent au centre médiéval. En fait, on se rend bien compte que cette parcelle-là, elle fait presque la taille du bourg actuel. Donc cette parcelle, elle est hyper importante. Donc elle est juste au-dessus. Voilà. Ouais. Là, si vous voulez vous représenter, nous, on est ici. Là, la salle des fêtes, elle est ici. L'EHPAD est là, vous avez les jeux de boules qui sont ici, et donc c'est toute cette grande parcelle qui est ici. Donc il y avait des réflexions il y a une nouvelle réflexion avec Loire-Forêt Agglomération via le pôle des arts et des arts urbains et le service culturel. On a été accompagné avec le collectif de l'air en 2020-2021. On a des propriétaires qui sont vendeurs et la commune souhaite acquérir cette parcelle, mais elle a besoin aussi de connaître quelle en sera la finalité, parce qu'on ne peut pas acquérir une parcelle sans savoir qu'est-ce qu'on va faire dessus. Voilà, ça a un impact assez important pour une commune de cette taille en termes de trésorerie aussi. Donc en ce sens, on a eu une convention avec Epora pour avoir une acquisition décalée dans le temps, et en fait c'est Epora qui assurait le portage financier pendant
4 ans. En fait, la convention, elle dure 4 ans. Et pendant ces 4 ans, ça laisse le temps en fait, de réfléchir au projet et savoir qu'est-ce qu'on va faire de cette parcelle. Donc, on a besoin de travailler le futur projet de développement. Et donc, le prix d'architecture tombait à point nommé pour apporter des idées. Au niveau des attentes et contraintes de la municipalité, donc la poursuite de l'aménagement du bourg, qui se traduira par son agrandissement, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, et la nécessité de trouver une forme d'équilibre urbain global, l'idée étant de ne pas créer un nouvel espace de vie en haut et de vider le bas, quoi, de vider l'existant. Une intégration paysagère forte, naturelle, respectueuse du rythme urbain existant, tout en se connectant avec la nature périphérique. C'est beau, c'est beaucoup d'enjeux. En fait, là, la commune, le bourg, il est en pente. La parcelle, elle est au-dessus. Et clairement, quand on est en face, on voit bien cette parcelle. Si on construit quelque chose qui est trop massif, et ben en fait, ça va endommager, on va dire, la qualité paysagère qu'on a de ce bourg de Saint-Didier. Et l'idée aussi est quand même d'avoir quelque chose d'intégré, intégré à la fois avec le bâti existant, mais aussi avec la nature environnante, parce qu'on est le bord de la forêt et des prés. Une communication avec le bourg historique pour une circulation naturelle et fluide, incitant à la promenade, à l'usage piéton et au mode doux. Donc voilà, l'idée c'est que on soit amené à mieux circuler dans le bourg et que ce soit facile, on passe du haut en bas de façon naturelle et en utilisant les modes doux. Une offre correspondant aux besoins résidentiels, donc du T1 au T4 pour qu'il y ait différentes offres possibles. Un impact environnemental faible du projet, de la performance énergétique et la préservation de la biodiversité. Et un espace qui se veut un réel espace de vie, une zone attractive et dynamisant le bourg dans son ensemble, avec des espaces collectifs, un espace de vie qui se veut la traduction du nouveau vivre ensemble et de la démonstration de la redynamisation des centres-bourgs en milieu rural. L'idée, c'est que voilà, nous, à Saint-Dié, il y a de la vie. L'idée, c'est que ça se poursuive à travers cet aménagement. Au niveau de Fibois 42, on est sur des attentes qui sont un peu plus techniques. D'un point de vue, alors là, c'est vraiment les attentes croisées avec le concours impact. Tout ce qui est relatif à l'énergie, donc conception bioclimatique permettant de réduire au strict minimum les consommations d'énergie, avec le confort qui n'est pas minimisé. La matière, donc tout ce qui est intégration des matières renouvelables, biosourcées, l'usage des matières et matériaux locaux, et notamment du bois. Donc voilà, bois et bois massif au maximum. Sur le volet technique, recours à des techniques pertinentes et adaptées, non polluantes, ni gaspilleuses, comme des appareils faciles à réparer, à recycler, à réemployer. Au niveau du territoire, une attention particulière portée au contexte rural du projet, aux cultures, aux lieux et aux ressources locales. Et donc voilà, une attention particulière sur l'utilisation du bois local et notamment du sapin. Au niveau du déroulé, il y avait les inscriptions qui étaient possibles jusqu'au 10 décembre, mais on pouvait rendre un dossier jusqu'à la fin. Le premier rendu était le 21 février, c'est pareil, on a décalé les rendus, il y a eu une évolution au fur et à mesure du concours. Le premier jury s'est tenu le 23 février en visio. Le deuxième rendu était le 1er mai, ensuite il y a eu l'inauguration de l'exposition le 8 mai. Il y a eu le vote des internautes, du 8 mai au 14 juin, on a compté en fait jusqu'à hier. Le deuxième jury était le 3 juin et la remise des prix est aujourd'hui. Alors, une petite note concernant le concours des cailloutés. On va le rallonger sur l'été parce qu'en fait, on a eu très peu de votants au niveau des cailloutés. Je pense qu'il y a eu soit un loupé au niveau de la communication, soit les gens n'ont pas compris qui pouvaient voter. Donc, on va recommuniquer et ça fera durer un petit peu l'événement sur l'été. On a eu deux lauréats, donc l'équipe Silva et l'équipe Studio 47. Et donc là, je vais proposer aux étudiants du coup de venir présenter leur projet. On va commencer avec l'équipe Silva. Donc on leur laisse 10-15 minutes pour présenter leur projet. Après, on a 5 minutes de questions et on passera à l'autre équipe en suivant. On va mettre là. Merci. Ah oui, parfait.
Bonjour, merci de nous accueillir ici. Donc on se présente, on est l'équipe Silva, on est composé de 3 étudiants à l'école d'architecture de Saint-Étienne en Master 1 et d'un étudiant ingénieur de génie de l'environnement de Nancy. Donc on est venu visiter sur place dans un premier temps Saint-Didier-en-Rochefort pour arpenter le village et comprendre un peu mieux cette parcelle et le village dans son intégralité. Donc, on a fait différents constats. Donc, le fait que le site se tient entre un tissu urbain dense et une forêt, que le village se compose d'une rue principale, on pourrait le considérer comme un village-rue. On trouve beaucoup de commerces, l'école, les équipements communaux, et que depuis plusieurs années, les logements et commerces connaissent un taux de vacances important. Cependant, le bâti rural et le parcellaire représentent pour l'équipe une valeur patrimoniale. En effet, les parcelles sont construites en bandes et donc ceux qui ont créé ça il y a longtemps, ils n'étaient pas fous, c'était pour l'écoulement de l'eau du haut de la colline, de la montagne jusqu'en bas dans le ruisseau. Donc pour nous, c'est quelque chose d'important. On a voulu reprendre ces implantations-là. Et donc tout ça, ça a permis d'élaborer nos stratégies d'ancrage territoriaux. Donc ensuite, la question de l'intégration. Donc, suite au constat et aux prises de connaissance des projets du village, on a essayé de travailler au-delà aussi de la parcelle et pas seulement se réduire à ce cadre-là, afin de mettre en cohérence notre projet et les projets qui étaient déjà en cours au sein de la commune. Donc le site présente alors comme un ajout et une extension de celle-ci dans une logique propre à la culture bâtie du lieu. Le projet s'articule entre un belvédère qui se trouve en haut de la parcelle et la halle marchande qui est hors de la parcelle mais qui est au contact direct du centre-bourg. Il crée une nouvelle manière en fait, de traverser le village en faisant rencontrer le long de ces deux points de parcours les différentes générations, les différents usages, les différentes activités, les habitants et les différents moments de vie du village. On a essayé de travailler ce parcours de la pierre au bois qui se fait par l'ajout progressif d'installations faites en centre-bourg afin qu'il entre en résonance avec les logements. Le village à la nature, du village à la nature se fait à travers un parcours de succession de ces différents lieux qu'on propose. En partant du cœur urbain du village, la perspective jusqu'à la forêt nous indique la direction du belvédère. Donc ensuite, il y a eu la question de l'implantation, du tissage avant. Donc comme je vous le disais avant, donc on a pris en compte tous les projets qui étaient existants dans la commune, comme la création de la crèche, l'occupation de nouveaux rez-de-chaussée vacants, le bar qui était existant et qui a l'air très actif, l'école, l'EHPAD. Et on a essayé de penser le projet pour essayer de créer un parcours entre tout ça et tisser ces différents usages et moments. Donc, on a considéré la typologie des bâtiments existants comme ayant une valeur patrimoniale, tout comme le parcellaire. Donc, le projet prévoit dès lors de les maintenir. L'implantation des logements prend alors sa forme et sa hauteur comme un point de départ, afin qu'ils puissent parler le même langage. En travaillant de manière subtile la relation avec le bâti, la volonté aussi de marquer les façades par un angle spécifique. Il permet d'orienter les vues, ainsi chaque logement a son propre regard sur l'environnement et les paysages. Les bâtiments sont disposés de façon à créer à la fois une intériorité tout en s'ouvrant sur le paysage environnant. Autour de ceux-ci viennent se greffer jardins partagés, terrasses, jardins privés, accès communs et individuels. Chaque bâti travaillait dans le sens de la pente afin de limiter les mouvements de terrain. Cela permet de créer un rez-de-chaussée et des espaces communs aux habitants où ils peuvent se rencontrer. Du coup, pour favoriser les relations sociales, on a mis plusieurs moyens en œuvre. Donc, on a fait le choix de privilégier des logements collectifs. Ça permet du coup une mixité intergénérationnelle. On nous a fait la demande aussi de travailler sur l'EHPAD et d'intégrer des logements dits... comment on appelle ça? Les logements de transit? Non, c'est pas les logements de transit. J'ai un petit... Oui, les logements autonomes, merci, qui seront donc plutôt en rez-de-chaussée, puisque dans ces logements, on n'a pas d'ascenseur, parce que donc c'est un gros coût pour tout ça. Et donc, ils se retrouvent en rez-de-chaussée. En rez-de-chaussée, on retrouve aussi des locaux communs. Donc, ces locaux communs, ils permettent d'avoir aussi une continuité avec le bourg et permettent d'activer
des activités comme le jardin collectif, les espaces de détente. On a aussi des coins pique-nique et jeux. Donc tout ça, ça permet quand même de créer des relations sociales entre le haut et le bas. Donc les rez-de-chaussée, ils profitent aussi de locaux techniques partagés avec les résidents et habitants du village. On a aussi donc, on l'a pas là sur les plans, mais tout un parking qui est plutôt sur la partie qui est très en pente. Donc c'est cette partie ici, pour profiter du coup de ce décaissement et avoir aussi d'avoir des parkings confortables proches des logements. Ensuite, non, on va rester là. Donc l'entrée des logements, il trouve sa place au centre du bâtiment, directement depuis la place de l'îlot. Au vu de la parcelle, on a quand même voulu favoriser la mobilité douce. On a placé des locales vélos dans tous les îlots avec un accès direct sur la cour. On a aussi pensé aux ménages qui sont plutôt jeunes, avec des locales poussettes, qui sont situés aussi au niveau de l'entrée. Donc en tout, il y a 26 logements et 6 pour l'EHPAD. De plus, ce que je voulais rajouter aussi pour l'EHPAD au niveau du rez-de-chaussée, c'est que les logements... attendez. Oui, voilà. Au rez-de-chaussée de l'EHPAD, on retrouve plutôt ce qui est commun. Donc, on retrouve la cantine et les espaces de détente qui sont répartis à l'extérieur en escalier, donc dans la pente. Au niveau donc de l'habitat, le bâtiment il est étudié pour répondre au programme tout en permettant la flexibilité des usages. Donc on a étudié plusieurs typologies en se basant sur une trame qu'on retrouve plutôt en bas, qui est le point haut, où on retrouve cuisine, vianderie, espace de salle de bain et WC. Et autour de ça, on peut organiser donc les différents programmes et permettre aussi d'orienter les vues et de favoriser le paysage. Alors moi je sais pas si on m'entend bien, j'ai pas l'habitude de parler au micro. Ok. Alors je vous parlais juste de la structure, comment ce bâtiment il tient. Ce bâtiment. Ouais. En fait, comme vous avez vu, on a des bâtiments qui sont très en angle et qui s'inscrivent dans une pente. Du coup, on a essayé de trouver un système qui puisse permettre justement d'avoir toutes ces ouvertures pour avoir des vues sur le paysage et à la fois d'avoir des intériorités, des vues plus intimes. Et donc, du coup, trouver une structure qui puisse accueillir cette forme de bâti. Donc, ça se traduit en fait par tout d'abord au soubassement. Un soubassement comme on voit sur le dessin tout à gauche. On s'implante sur un soubassement en béton. On a essayé de minimiser en fait l'impact qu'on a sur le terrain et de limiter au maximum l'utilisation du béton. Donc en fait, on a un soubassement qui monte progressivement, qui suit la pente en fait, la courbure de la pente. Et sur ce soubassement, on va accueillir des panneaux bois. Donc toute la structure est pensée sous des panneaux ossature bois qui peuvent être facilement préfabriqués et installés sur le chantier en vue de la pente du terrain. Donc en fait, voilà, c'est des panneaux bois et dedans, c'est un remplissage. On pensait utiliser de la paille. Donc c'est pour ça aussi qu'on a, comme on montrait dans le plan tout à l'heure, des murs qui sont très épais, qui font 50 cm d'épaisseur. Ils sont faits pour accueillir les ballots de paille qui sont dans ces murs. Donc là, on voit mieux peut-être sur le dessin du milieu la paille qui est dedans. En extérieur, on veut utiliser du bois, c'est du Douglas local ou un bois local qui puisse... L'idée, c'est que l'esthétisme derrière on voit vraiment
des panneaux bois qui puissent vieillir avec le temps et que ça fasse le charme aussi de l'extérieur. Oui, et aussi du coup au niveau de l'intérieur, donc toute l'axonométrie qui est tout à droite, on voit donc il y a ces deux murs, en fait tout l'intérieur du bâtiment il tient sur deux murs épais, et l'idée derrière ça c'est qu'on puisse après jouer sur la modularité des logements, c'est-à-dire qu'il y a chaque intérieur peut être aussi modulé en fonction des besoins, si par exemple il y en a qui ont besoin de plus de surface, d'autres qui ont besoin de moins de surface, ou un salon orienté plutôt dans ce sens-là, enfin, avoir une flexibilité en fait dans tous les logements, tout en gardant un système qui soit le même pour tous les bâtiments. Donc, comme je vous ai dit, on a travaillé aussi avec un ingénieur génie de l'environnement. Donc, on a plutôt eu envie de travailler avec un ingénieur dans l'environnement et l'agronomie plutôt qu'un ingénieur structure, parce que ça nous semblait très intéressant dans ce projet-là. Parce que cette parcelle, déjà là, elle est toute entièrement végétalisée. On va venir intervenir dessus. Du coup, on s'est posé la question des sols, des continuités écologiques, de la biodiversité en cours et comment on pouvait la maintenir ou l'améliorer et la supporter d'une meilleure manière. Donc, avec lui, on a notamment travaillé sur la question donc, des sols qu'on va venir terrasser un peu et retirer de la terre. Il nous a proposé 3 scénarios parce qu'il n'a pas pu prélever et faire les analyses, ça demande beaucoup de temps sur le type de sol, s'il était pollué ou non. Il nous a proposé 3 scénarios en fonction de comment le sol quels allaient être les résultats de ces analyses. Donc soit si le sol est pollué, soit si le sol est pollué mais utilisable, soit si le sol n'est pas pollué et totalement utilisable. Donc dans les différents scénarios, soit on pouvait réutiliser la terre pour le terrassement et aplanir certaines parties du parc notamment, soit dans un scénario où elle était totalement polluée, on ne pouvait pas la réutiliser, ou alors pour construire les murs et des murs empisés, ce genre de choses, du béton de site pour notre projet. Et aussi, on a pas mal travaillé avec lui la question de la trame brune. Donc dans les PLU et PLUI, je ne sais pas si vous connaissez, on parle tout le temps de la trame verte et bleue, mais on ne parle pas encore de la trame brune, et en fait qui est juste la continuité écologique, mais dans les sols. Et donc ça, c'est une question importante. Et pour nous, on a fait le choix de ne pas urbaniser toute la parcelle, aussi dans cette idée-là de laisser la continuité écologique à la fois verte, brune, bleue. On la voit un peu moins, mais c'est aussi quand même une question de ruissellement, l'eau. Donc c'était important de la laisser passer et de ne pas la garder sur cette parcelle. Donc voilà sur quoi on a travaillé. On a aussi travaillé sur comment on pouvait réutiliser les pierres, les différentes choses sur le site qu'on pouvait trouver ou proches du site pour créer des micro-écosystèmes qui peuvent accueillir différents types d'insectes et d'animaux et de vivants au sein du parc qui se trouve un peu tout autour des logements. Et donc voilà au final le projet qu'on a essayé de proposer en essayant de s'étendre au plus possible et de relier, de connecter le projet à la commune à travers un moment l'idée, le belvédère, de pouvoir profiter du paysage que propose Saint-Didier en Rochefort et d'en faire profiter ses habitants en traversant les logements, en proposant des logements multigénérationnels directement en lien avec l'EHPAD, puis un équipement pour les stades de foot, les parcs, les jeux pour enfants, les terrains de boules, et cette halle qui vient dans un projet aussi de la commune, on vient proposer une autre position pour créer une continuité, une ouverture du bourg dans le reste du projet, parce qu'on trouvait un petit peu dommage que cette halle vienne se positionner devant l'église. Ça viendrait cacher l'église et ça viendrait un peu prendre de la place, justement de cette place qui est assez intéressante. Et au contraire, on aimerait l'ouvrir et l'étendre à d'autres parcelles pour créer un vrai cœur de village et un vrai cœur de vie. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Est-ce que la commune vous garantit qu'au départ de la vue des futurs installateurs, il n'y aura pas de vue sur les éoliennes potentielles? Alors, dans tous les dossiers qu'on a eus, on les a bien lus, on ne nous a pas parlé de ces questions d'éoliennes encore, mais ouais, je connais cette problématique aussi dans mon territoire, donc je ne sais pas où c'en est et
à Saint-Didier-en-Rochefort, en tout cas, sur Rochefort. Aucune idée. Merci en tout cas Merci à d'être vous. monté jusqu'à nous. Bravo. Merci. Pour les éoliennes, je pense que non, on les verra pas, même du Belvédère. Je suis pas sûre. Elles seraient potentiellement plus sur le territoire de Saint-Georges. Donc en tout cas, pour le moment, je pense qu'on... Pour le moment. Mais voilà, en tout cas... Puis après, même s'il y a des éoliennes au loin, après, est-ce que ça gâcherait le paysage depuis ici? C'est une autre question. C'est un débat. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais nous présenter. Donc, nous sommes un groupe de 4 étudiants, donc 3 architectes de l'école donc, de Saint-Étienne, et puis un ingénieur, Jordan, de l'ENISE. Il faut savoir aussi que Louise est en visio et qu'elle n'a pas pu être là, donc nous sommes que 3 aujourd'hui. Donc, tout d'abord, une petite précision sur le titre. Donc, réparer le centre-bourg de Saint-Didier sur Rochefort. Alors en fait, on a décomposé le mot réparer en 2, puisque vous voyez qu'il y a un petit tiret. Donc c'était l'idée de penser le terme réparer comme remettre en état de marche, en bon état, et le verbe parer comme quelque chose qui se rapporte à l'ornementation, à l'embellissement de la ville. Donc ainsi, notre intervention, elle porte sur la revitalisation du village en exploitant les ressources préexistantes. Donc comme vous pouvez le voir ici sur la diapositive, on a donc un plan masse qui retranscrit donc en noir et blanc, on va dire l'état des lieux du village. Et puis en vert, notre intervention, donc la projection du projet. Est-ce qu'on peut passer la diapo ? On a également travaillé avec les outils de l'architecte, que sont le dessin plus précisément, et puis on a essayé donc de travailler avec cette vue aérienne qu'on appelle une vue axonométrique et qui permet en fait de se rendre compte des volumes des maisons et puis des éléments constitutifs de ce paysage, de ce morceau de territoire, avec donc les forêts, les parcelles, les accès. Donc voilà, cet outil, en fait, cette représentation, elle nous a vachement aidé tout au long du projet pour vraiment réfléchir à s'inscrire dans la continuité du village, en fait. Ensuite, donc, on a une image sur la gauche qui est un peu l'élément essentiel, l'élément qui nous a guidés donc, tout au long de la réflexion. C'est une image de Martin Etienne, qui est un illustrateur qui travaille pour une revue d'architecture qui s'appelle la revue DA, pour ceux qui connaissent. Et en fait, donc, dans ce dessin, il a essayé donc, de montrer qu'aujourd'hui, l'architecture, elle se pose des questions d'étalement urbain vis-à-vis donc, de la construction de logements neufs, mais aussi du taux de vacances que rencontrent les villages. Donc c'est une vraie problématique. Et on a essayé, donc à partir de cette image, de se dire est-ce qu'on n'essaierait pas d'établir un phasage dans ce concours, donc en 4 étapes. Donc ça serait donc la première étape, ça serait de réhabiliter le centre-bourg. Donc comme on peut le voir sur la photo de droite. Ça pourrait s'effectuer par la réfection des façades, par le fleurissement des façades aussi, qui apporte de la qualité de vie spatiale. Également de remplacer les menuiseries extérieures, de traiter l'isolation au niveau des ponts thermiques. Donc cette adaptation du bâti au regard des questions énergétiques, elle est extrêmement importante aujourd'hui. Et après, donc, la deuxième étape de ce phasage, ça serait d'agir sur les mobilités. Donc là, vraiment, se poser la question de la voiture dans le centre. Ensuite, il y a une troisième phase qui est sur l'aménagement de l'espace public. Donc là, des questions d'animation du village, important d'améliorer la qualité de vie et de mettre en avant l'histoire aussi du village. Et puis, il y a une dernière phase qui est celle de la construction de l'écoquartier comme facteur de développement du village, en fait.
je vais te laisser parler du coup. Pas de souci. Alors du coup, la deuxième phase dont Benoît a parlé tout à l'heure, c'était de structurer l'axe principal du village. Donc ça vient d'un nouvel aménagement de cet espace public en privilégiant la piétonisation du centre. Donc on va venir implanter des parkings en périphérie du centre-bourg pour requalifier cet espace. Des places de stationnement seront quand même conservées pour l'accès aux divers commerces comme la boulangerie, la coiffeuse et le bar. Donc ce parking sera végétalisé ainsi que l'espace public en face pour permettre d'apporter une qualité spatiale au centre, mais aussi d'avoir un confort d'été plus agréable avec la présence d'arbres qui pourra rafraîchir le centre. Du mobilier urbain sera aussi placé sur cet espace pour éviter le stationnement aléatoire, comme on peut voir actuellement. Et puis voilà. Ouais, cette question de la végétation, elle est hyper importante aujourd'hui avec les questions climatiques et environnementales. Créer des zones ombragées pour pouvoir s'y installer l'été et même au mois de juin comme en ce moment, c'est vraiment important et ça permet aussi de redonner un peu de verdure et de qualité spatiale au village. Et pareil pour les parkings. Aujourd'hui avec la loi ZAN qui consiste, donc ZAN, zéro artificialisation nette des sols, mettre des parkings végétalisés pour éviter donc, des problèmes d'inondation, etc. Aujourd'hui c'est très important. Après, reste à voir comment on le met en place pour que ce soit en accord avec les volontés de la commune. Je passe la diapo. Par la suite, au centre-ville, en face de l'église, on va venir aménager une halle, enfin on aimerait, qui serait un lieu de commerce, de rassemblement et un lieu culturel à la fois. Donc c'est un espace qui pourrait être multigénérationnel et accueillir plein d'activités au centre du bourg. Voilà. Elle sera à proximité de l'église et des panneaux en bois seront mis en place pour faire en sorte qu'elle puisse être un parvis en fait, au centre du village. Je vous passe les diapositives parce que vous pouvez voir qu'à l'intérieur de la halle, il y a plusieurs usages. Là, par exemple, on est sur une éventuelle exposition dans le village. Ici, donc, des festivités, le bal, et aussi le jour de marché. Donc vraiment, c'est mettre l'accent sur la flexibilité des usages. On a aussi répondu à une partie importante du programme qui était l'extension de l'EHPAD. Donc on a créé donc 24 chambres de plus et on a essayé de s'implanter dans la continuité de l'EHPAD existante pour créer un jardin au milieu. Alors là, il faudrait regarder la maquette pour voir plus précisément. Et voilà, c'est cette forme de L en fait qu'on vient recréer. Et ensuite, donc, on passe à la phase de la construction de l'écoquartier, où là, donc, on peut voir qu'il y a une implantation, on va dire, en escalier, qui reprend d'ailleurs un projet, pour ceux qui connaissent, donc, de l'architecte suisse Peter Zumthor, donc le Spittelhof Housing, qui est vraiment cette implantation perpendiculairement aux lignes de topographie, et qui permet d'avoir une certaine densité et d'avoir aussi un rapport au paysage important. Et donc cette implantation, donc c'est deux bandes vraiment comme ça, et au milieu on a donc ces jardins partagés qui vont vraiment être des lieux de partage où on va privilégier l'autonomie et la participation collective des habitants, et puis aussi d'avoir un regard sur le paysage de Saint-Didier. Bon, je vais en parler. Alors du coup, il y a aussi la question des activités sportives. En fait, on va venir recréer des terrains de pétanque au niveau des logements, juste en dessous. Et on va aussi s'inscrire dans la continuité des terrains de sport existants. Donc vraiment, il y a des questions d'articulation en fait entre tous ces éléments, entre l'écoquartier, l'EHPAD, les terrains de sport, les terrains de pétanque, le village. Donc voilà, l'idée c'est aussi de créer des connexions et comme le titre l'indique, c'est de favoriser les relations intergénérationnelles.
Donc là, on passe sur une coupe des logements qui traduit un petit peu ce qu'on a souhaité faire tout au long de ce projet, c'est-à-dire que on voit sur l'arrière-plan qu'il y a cette relation au paysage. On voit que sur la gauche, donc orientée au nord, on a la présence de la végétation qui permet de faire brise-vent, donc notamment l'hiver pour éviter de refroidir le logement. On a aussi de l'autre côté, au niveau des jardins, cette question de l'orientation par rapport au soleil, avec cette casquette, ce déborde-toit, qui permet à la fois de se protéger du soleil l'été et l'hiver de profiter des apports solaires. Donc voilà des questions de bon sens au final. L'architecture bioclimatique, c'est des questions de bon sens avant tout. Et puis voilà, Jordan va peut-être expliquer un petit peu plus sur l'écoquartier maintenant. Rapidement, pour continuer sur l'écoquartier, donc l'intérêt c'est déjà les protections solaires, l'orientation du bâtiment. L'intérêt de cet écoquartier, c'est de privilégier l'autonomie et la participation collective, tout en favorisant les relations intergénérationnelles. Il y a plusieurs objectifs que nous avons voulu répondre pour la construction de cet écoquartier, notamment la nouvelle réglementation énergétique de 2020, qui fait foi depuis le 1er janvier 2022 pour la construction de logements. Pour permettre cette construction, pour permettre de répondre à cette réglementation, nous avons opté pour une maison mitoyenne en ossature bois passive. Cette construction a pour but de valoriser et de réduire le bilan carbone dans la construction, afin de favoriser le circuit court également d'approvisionnement des matériaux, de diminuer, de favoriser le recyclage et de privilégier peut-être la construction modulaire en fonction des demandes de la commune. L'écolieu ne s'arrête pas qu'un simple écoquartier. L'intérêt, c'est de créer aussi justement des grands espaces communs, donc des jardins partagés, des terrains de jeu, des parcs et de la végétation, afin de conditionner le vivre ensemble et la solidarité. L'idée, c'est de sensibiliser les habitants au développement durable, mais également les personnes externes qui viennent passer dans le village, ou même travailler dans le village, pourquoi pas. L'intérêt, c'est ce qu'on peut rajouter également, c'est l'obtention d'un label écoquartier. Donc ce label a pour but de communiquer à travers toutes les communes françaises que la ville de Saint-Didier sur Rochefort a un écoquartier, afin de médiatiser la commune et d'apporter des personnes et de l'attractivité dans la commune. Donc là, vous avez un petit détail donc, des plans des logements, avec les différentes typologies, T2, T3, T4, où on a vraiment souhaité avoir une mixité au niveau des logements pour avant tout agir sur l'attractivité. Donc voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais on est sur une construction ossature bois. Et puis pour finir, on a donc réalisé un journal qui s'appelle Le Caillouté, et qui retranscrit un petit peu tout ce qu'on vous raconte ici, mais de manière un peu plus précise. Donc voilà, on voulait que ce soit quelque chose de ludique, de compréhensible, et qui puisse vraiment faire une synthèse de tout le travail qu'on mène depuis quelques mois. Donc voilà pour ce qui est de notre projet. Merci de nous avoir écoutés. Donc merci aux deux équipes pour ces belles présentations. On va revenir. Alors, retour du jury. Vous allez les avoir en live, du coup, avec Aline et Mathieu, qui vont vous informer, donc vous, public, et vous, les équipes, quels ont été, on va dire, les atouts, les inconvénients, les défauts et les qualités des deux projets, et qui vous permettront de comprendre quel est le classement final. Alors, les membres du jury s'avancent. Voilà. Donc on s'est réunis, je ne sais plus quand c'était d'ailleurs, la semaine dernière. Hein? Oh là là, ça passe vite. Donc on s'est réunis on a réuni le jury le 3 juin pour travailler sur les projets.
et travailler avec la municipalité, voilà, qui est là. Il faut savoir que ces projets ils sont bien promenés quand même dans Saint-Didier, puisqu'ils ont été présentés dans un ancien commerce, ils ont été bien vus par la population. Et donc on a fait le jury tous ensemble pour essayer d'analyser en tout cas les 2 projets qui restaient en liste. Je sais pas, on les prend un par un ? Vas-y, oui. Alors, on commence par la présentation du projet Sylvain. Alors, ce que je voulais dire comme grosse qualité, c'est que votre projet a fait beaucoup évoluer la commune sur sa réflexion. Parce que c'est un projet qui n'était pas tout à fait dans leur schéma. Et donc, dans le jury, on a beaucoup parlé de cette évolution des mentalités. Et ça, c'est un gros atout de votre projet parce que on va dire que les architectes, on est quand même là pour être la mouche du coche et essayer de faire réfléchir les gens parce que c'est jamais le premier projet, la première évidence qui est toujours la bonne solution. Donc ça, c'est la première chose. Que vos maisons, vos grosses maisons, elles ont à la fois beaucoup plu dans toute leur organisation de la vie, du partage de vie, de la convivialité, dans leur, qu'est-ce qu'on peut dire, rationalité, c'est-à-dire d'avoir bien pensé qu'il y aurait des vélos, des poussettes, des voitures, des terrasses, donc c'est des vrais projets de vie. Des qualités d'usage. Voilà, dit les qualités d'usage, avec un positionnement dans le terrain qui est, comme vous l'avez dit, pour des questions de coulée de nature, un peu organisé comme des grosses fermes d'autrefois. Et par contre, c'est un peu ce qui a été reproché, peut-être que dans l'échelle, alors on ne sait pas si c'est votre maquette qui a desservi, ou si c'est que les maisons, elles sont un poil trop grosses. On s'est posé la question, c'est-à-dire que on se dit que peut-être qu'il y a un logement de trop par maison, ou peut-être il y a un tout petit problème d'échelle, et peut-être que le fait que vous les ayez fait rouges dans la maquette blanche, ça a encore mis un point sur un i, hein, je pense. Voilà. Après, je sais parler. Toi, tu peux parler de la halle aussi. Non ? Allez, je vais faire un petit commentaire un peu général sur les 2 équipes d'abord, et pour vous dire qu'on a apprécié la générosité avec laquelle vous avez répondu à ce concours, hein, et je pense que vous avez passé quelques journées dessus, peut-être quelques nuits. Hein, voilà, donc déjà c'est très généreux dans votre rendu, et on vous en remercie. Ça, c'est un premier point. Vous avez su, les 2 équipes, mixer, alors juste un peu technique, mais à la fois de l'informatique et le côté plus sensible du dessin à la main. Et ça, c'est intéressant. Ça se sent parce que ça se traduit par la sensibilité du propos également. Voilà. Et donc, c'est 2 remarques un petit peu générales. Et puis, Aline et moi, on sort un peu de la même école. Et je crois que c'est la même que vous. Et on avait appris à l'époque que l'architecture, ça s'apprend avec les pieds. Hein, et je crois que vous l'avez pratiqué aussi. Hein, et donc ça, alors je ne vais pas comparer d'autres projets qui ne sont pas exposés aujourd'hui, où cette dimension-là d'apporter le terrain n'était pas présent, et ça s'est traduit largement dans les projets. Donc ça, c'est des remarques un petit peu générales. Et donc pour vous, l'architecture, parfois ça pose le problème. On ne résout pas tous les problèmes, mais on peut moins les poser. On peut s'appuyer là-dessus. Et dans votre proposition, mise à part la couleur, on voit bien que vous avez créé une tension entre la ville et la nature. Là. Et après, vous avez essayé de tenir ce paradoxe, hein, ce challenge autour de là-dessus. Effectivement, il y a un petit problème d'échelle. Et alors, on passe beaucoup d'énergie quand on est jeune architecte ou en devenir sur l'objet, hein, et parce qu'il faut maîtriser beaucoup d'aspects. Et le logement, c'est difficile. Hein, c'est une combinatoire qui est un petit peu savante. Il faut beaucoup de pratique, en tout cas, pour le faire. Et donc, il y a effectivement ce petit problème d'échelle. Et puis après, il faut penser, une fois qu'on a fait le logement, il faut penser les transitions du logement au terrain. Et donc, il y a beaucoup d'intentions qui sont assez riches dans le terrain, dans le traitement du terrain. On aurait peut-être aimé les sentir un tout petit peu plus. Hein, c'est-à-dire qu'il y a l'espace naturel qui est un peu en haut, et l'espace cultivé, l'espace sylvestre qui est un petit peu entre les deux, et l'espace urbain, etc. Donc, il y a plusieurs nuances.
Il faut arriver à les traduire dans et dans les prolongements du logement à l'extérieur. C'est aussi cette traduction-là. C'est presque le travail de paysagiste, mais c'est important aussi à cette échelle-là. Mais c'est vrai que quand on fait beaucoup, vous avez beaucoup fait, et parfois on arrive un peu au bout de la chose, et dessiner encore une sous-dimension du projet, c'est parfois difficile. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce projet, et qui tient les enjeux, en fait, d'une certaine manière. Voilà. Avec quelques petits défauts, mais on pourrait y revenir tranquillement. Mais bon, on ne va pas les étaler maintenant. Voilà. Alors, moi je voulais venir par rapport à tout ce qui était implantation. On a trouvé que c'était très intéressant la position de la halle à cet endroit. Je crois que c'est quelque chose qui n'avait pas été envisagé du tout par la mairie et qui a été apprécié. Après, savoir s'il faut la faire exactement là ou s'il y a possibilité d'utiliser le bâtiment existant. Mais la position était vachement intéressante et ça permettait une circulation avec le bâtiment qui était derrière, qui permettait d'ouvrir le bourg sur l'arrière aussi et qui était très apprécié. Et le petit plus avec le belvédère qui permettait de profiter aussi du point de vue qui est intéressant sur toute la vallée, quoi. Mais très beau projet et on voit qu'il y a vraiment eu, sur les 2 projets, il y a vraiment eu du travail là-dessus et c'est vraiment intéressant, quoi. Tout a été dit. Ouais, moi, la même chose, en fait, je dirais la même chose. Le petit truc que je vous dirais, c'est d'utiliser du bois peut-être un petit peu moins massif la prochaine fois, malgré qu'on soit à l'Assemblée Générale de Fibois. On l'a déplacé plusieurs fois avec Hello et ça pèse le diable. À part ça, non, tout est parfait, vraiment. Comme ils l'ont dit, le seul petit reproche, peut-être, c'est la taille des constructions ici. L'idée de la halle, là, c'est parfait. Le belvédère, non, bravo. Très gros travail, très beau travail. Bravo à vous. Moi, je voudrais simplement rajouter qu'en tant que vice-présidente à Loire-Forêt, à l'habitat, à l'attractivité des centres-bourgs, centres-villes et au commerce, c'est vrai que dans les 2 projets, il y a vraiment eu le traitement du centre-bourg, quoi. Et ça, c'était important. Donc, dans le deuxième, vous avez vraiment marqué l'accent sur la réhabilitation. Et ça c'est très important. Vous avez même parlé de la zéro artificialisation. Donc, c'est des choses qui vraiment contiennent en compte. Et c'est vrai que c'est ce que j'attendais, que vous le réintégriez vraiment, les projets, donc par rapport au centre-bourg. On passe au second projet qui s'appelle Studio 47. Ce qui a été très apprécié dans ce projet, c'est le phasage que vous avez instauré en disant, numéro 1, on rénove le cœur de village et on le retravaille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, c'est de dire, avant d'aller faire quelque chose qui va tirer tout le monde au-dessus, comment on revoit ce cœur de village. Donc ça a été très apprécié avec toute la façon de le dire et de le raconter, qui est très pédagogique et que j'invite les gens à venir voir avec le petit dessin, avec le journal Le Caillouté, qui est une façon, on va dire, un peu ludique et surtout qui peut être comprise par tout le monde, de dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire que c'est un mode de communication et c'est important dans nos métiers de savoir expliquer nos projets et de savoir les faire partager. Donc ça a été très apprécié. On s'est posé beaucoup de questions sur l'utilisation du bois avec ce mode constructif perpendiculaire à la pente, au sens où on sait qu'il y aura beaucoup de maçonnerie qui va être mis dans ces espèces de grandes failles. Et on avait un peu... Nous, on a déjà... Les archis, déjà, ça travaille vite nos têtes. On s'est dit, est-ce que c'est intéressant d'avoir vraiment 2 grandes failles ou est-ce qu'il faut un peu les ouvrir ou est-ce qu'il faut... Enfin, bref, on s'est posé des questions sur ce rapport à la pente qui, pour le coup, est un petit peu contraire aux objectifs de vos collègues qui, eux, étaient de dire on laisse un maillage environnemental et là, on fait une grande césure. Donc ça, c'était une des questions. Même si, au niveau de la commune, c'est un projet qui a beaucoup séduit, dans la façon de le voir d'en bas et de le rattacher. Ce qui a été aussi apprécié, c'est la reconfiguration des espaces de sport et du jeu de boules, en créant un espace en desserrant l'étau ici, là,
Parce que c'est vrai que, bon, on l'a vu quand on est arrivé tout à l'heure, le jeu de boules, le parc de stationnement et tout ça, ça sert beaucoup l'espace. Et que finalement, ce jeu de boules, il pourrait être déplacé un peu pour gagner en qualité de vie et créer un cœur, on va dire, ludique, qui fait le lien entre le village ancien et le village nouveau. Et alors oui, grosso modo, le vrai plus de votre travail, c'est le travail de couturière en fait. Je sais que vous faites un diplôme d'architecte, mais vous avez fait un joli travail de couturier. Et c'est très important quand on intervient dans un village à plein d'endroits, vous avez proposé des aménagements en disant mais là on pourrait faire ça, là on pourrait faire ça, et de venir amener une touche dans le village et pas seulement là. Oui, je vais pas rajouter grand-chose, si ce n'est la qualité de l'articulation des espaces publics qu'on trouve ici, qui est importante. Et en fait, vous avez deux approches. Alors, je vais faire un petit peu en parallèle. Vous avez deux approches un petit peu complémentaires. Il y a une équipe ici qui a une approche plutôt constructeur, et puis qui après affine et donne de la qualité à son travail. Et puis là, l'approche un peu plus urbaniste qui va chercher à construire. Donc les choses se croisent. En fait, il faudrait prendre les deux projets, les secouer, et puis peut-être qu'il sortirait quelque chose de génial, un shaker de votre projet. Voilà. Moi, je dirais juste sur cette proposition, je rejoins le point de vue. Donc l'articulation des espaces ici, très très bien. Là, le parti est un petit peu radical. Il y a le concept, c'est une chose. Après la réalisation, voilà, il faut parfois briser un peu le moule, briser le concept pour trouver la forme idéale, parce qu'elle est un peu rigide sur ce vis-à-vis est un petit peu et peut-être intéressant je vous donnais l'exemple des résidences des pavillonnaires à l'anglaise où il y a des en bande où il y a un front sur rue qui est très social, voilà, et puis le côté sur cour où on se lâche un petit peu, où il y a les étendages, il y a le jardin, on boit une bière, voilà, et donc il y a une nécessité sociale parce qu'il y a une densité urbaine. Là, la densité urbaine est moins grande, et puis tous les côtés sont beaux à Saint-Didier, donc on peut regarder tous les côtés de la même manière. Donc ce vis-à-vis est un tout petit peu rude. Donc il faut un peu briser le moule, et peut-être vous intéresser à l'habitat intermédiaire où il y a moins cette juxtaposition de cellules, où c'est plus imbriqué et les rapports au terrain sont aussi intéressants. Voilà, c'était juste la petite remarque sur ce parti qui est un petit peu radical à cette échelle, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Après, c'est à ce stade du projet, on peut pas tellement dire plus, je pense. C'était surtout la question de la structure bois sur les maisons. On se posait pas mal de questions, de voir comment on allait pouvoir mettre le maximum de bois, alors qu'on allait avoir des différences de niveau entre chaque maison et du coup potentiellement une quantité de maçonnerie un peu importante. Après, sinon, c'est vrai que il y a eu aussi beaucoup de travail sur ce projet et c'est vraiment un projet aussi intéressant, quoi. Alors moi j'ai un œil beaucoup moins technique que vous, je suis pas architecte et je serai jamais architecte, mais le travail, vous aussi, il est extraordinaire. Le seul petit bémol, c'est, malgré qu'elle soit magnifique, c'est l'emplacement de la halle qui prend beaucoup de place sur la place Fournet-Fayard. Voilà. Le reste, tout est magnifique. Le journal, comme la présentation, c'est extraordinaire. D'ailleurs, s'il n'y a pas de droit d'auteur, je serais intéressé pour continuer là-dessus. Non, bravo, franchement, ouais. Mais les deux équipes, c'est assez merveilleux. On a envie de prendre un shaker, de tout mettre dedans et ça donnera un résultat parfait, quoi. Bravo à vous. Moi, je pense que j'ai parlé pour les deux tout à l'heure, donc. Il y avait juste une demande de préciser ce que c'est les cailloutés, parce que on parle de cailloutés depuis tout à l'heure et je ne sais pas si tout le monde a la définition. Alors, les cailloutés, c'est le surnom des habitants de Saint-Didier, en fait. Voilà, en fait, d'après ce qui se dit, où il va aller, d'après ce qui se dit, les habitants de Saint-Didier aimaient la caillotte, c'est la mousse qui est sur le lait. Voilà. Donc il y a Jean Bartholin, le célèbre Jean Bartholin, qui m'a dit l'autre jour, on ne dit pas les cailloutés, on dit les caillotés. Mais non, je crois qu'on dit les cailloutés, en fait. Voilà. C'était l'anecdote. J'ai répondu à la question, c'est vrai ?
répondre. Merci pour vos commentaires. C'est vraiment intéressant d'avoir le retour maintenant. Je voulais juste rebondir sur la question du problème d'échelle. Je pense qu'il y a deux causes. Alors la première cause, je pense, c'est la réalisation de la maquette qui a fait un peu, je pense, entre le village et les bâtiments, un peu agrandir cette échelle. En fait, on s'en est vraiment rendu compte, nous aussi, et ça nous a un peu posé problème en réalisant la maquette, et c'est à ça que ça sert. Et du coup... Et puis, il y a des grandes terrasses dans vos maisons ? Oui, il y a des grandes terrasses en angle qui ne sont pas évidées dans votre maquette oui. et qui, du coup, feraient une perception un peu différente. Oui, on a été un peu charrette à toutes ces questions-là. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'on a voulu vraiment respecter strictement les programmes, notamment celui de l'EHPAD, et d'avoir les 30 chambres. Et du coup, ça nous a un peu poussé à faire un peu plus loin derrière par rapport à nos dessins, ou même les logements, à vouloir vraiment répondre un peu à ce nombre de logements, du coup, un peu à grossir. Je pense qu'il y a un peu ces deux choses-là. Donc, mais nous aussi, on s'en est rendu compte et ça nous a un peu posé problème en la faisant aussi. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez... Bon. Merci. Du coup, peut-être juste avant, parce que sinon, une fois qu'on aura donné les résultats, plus personne ne va écouter. Non, je voulais juste proposer aux élus ici présents, si vous voulez dire un mot avant qu'on annonce les grands gagnants, et puis après, on pourra profiter de l'apéritif. Donc, je ne sais pas, peut-être commencer par l'élu local, Monsieur le maire David Sary. Je ne veux pas bassiner tout le monde avec ça. Attends, pardon. Merci Jean-François. C'est vrai ? L'apéro tout de suite. Alors. Voilà, en fait, à l'automne dernier, grâce à Elodie, nous nous sommes associés à Fibois 42 en leur soumettant le sujet de l'aménagement d'une parcelle constructible au-dessus du bourg, donc pour ce prix d'architecture. C'est vraiment une belle opportunité pour nous que d'ouvrir la réflexion sur le devenir de Saint-Didier à ces jeunes qui nous ont fait sortir de notre zone de confort et en termes d'aménagement et d'activité en fait. Vous avez réalisé des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Vous avez fait un travail merveilleux. Qui plus est avec des conditions de concours correspondant vraiment à nos valeurs et attentes en termes de construction, c'est-à-dire la volonté d'inscrire le bois et les matériaux biosourcés ainsi que la performance énergétique comme base à ces projets. Voilà. Donc là, on a deux équipes. La troisième, on en parlera tout à l'heure. Ils ont vraiment fait un joli travail aussi. Par manque de temps, je pense qu'avec plus de temps, ils auraient été assez proches de vous. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, quel plaisir de consulter tous ces dossiers. Le réaménagement du centre-bourg, la création d'espaces végétalisés, des zones de loisirs, la halle, le belvédère, l'agrandissement de l'EHPAD et bien d'autres encore. Quelle imagination et quel talent. Bravo à vous. Donc au nom du conseil municipal, je voudrais remercier toutes les équipes ayant participé à ce concours. Elles nous font rêver depuis quelque temps grâce à leurs projets et elles nous permettent de nous projeter dans un futur qui pourrait être proche. Je crois qu'on peut les applaudir. Je ne sais pas si je peux faire les remerciements tout de suite ou ça sera fait. Tu fais ce que tu veux. Hein, Jean-François, je fais ce que je veux. Merci Jean-François. Et je voudrais donc remercier toutes celles et ceux qui ont permis à ce prix d'architecture d'avoir lieu, les membres du jury. Je ne sais pas si je vous cite tous les uns après les autres, mais je crois qu'on peut les applaudir. Jean-François en fait partie. J'ai été très heureux d'en faire partie et au contact de vous, j'ai appris énormément en fait. Donc je vous en remercie. Je voudrais remercier Loire-Forêt et sa vice-présidente Claudine. Merci Claudine, on peut l'applaudir. Je voudrais remercier, ils ne sont pas présents, mais Epora du coup, avec Sophie Cartou. On peut l'applaudir également. Et bien sûr, je voudrais remercier Fibois 42 et sa présidente, Aline. Merci pour nous avoir permis de participer à ce prix d'architecture. Voilà. Et enfin, je voudrais remercier ma première adjointe, notre formidable Elodie Thévenet, qui nous a aussi, elle a tout fait en fait, elle nous a inscrits et tout, et donc voilà. Un grand merci Elodie. On peut l'applaudir. Encore plus fort, je pense. Merci à vous. J'ai
déjà dit un petit peu tout à l'heure le lien avec Loire-Forêt. Donc c'est vrai qu'on est aussi là depuis le début, puisqu'effectivement il y a eu cette note d'enjeu qui a été faite avec Épure, donc qui a été initiée par Loire-Forêt, et ça a vraiment permis donc à Saint-Didier d'avoir cette vision globale et que vous avez bien retracé donc dans vos projets. C'est vrai que c'est très très important de travailler sur ces sujets-là, puisque il faut vraiment qu'on reconquiert nos centres-bourgs et qu'on leur donne toute la valeur dont ils méritent. Alors, bonjour à tous d'abord et à toutes, parce que excusez mon retard. Il y a l'Assemblée générale de la FNB à Lyon, la Fédération nationale du bois, à l'occasion d'Eurobois. Alors, cette semaine, les assemblées générales, elles s'enchaînent. Hein. C'est comme ça, on est au mois de juin. Par rapport à ce prix d'architecture, c'est d'abord le sujet, il est un peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à d'habitude. Et donc vous aussi, je pense, les élèves archi, ça vous a fait un peu travailler aller sur des problématiques peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude d'explorer. Donc voilà, je trouve que c'est bien pour tout le monde. David tout à l'heure a fini en remerciant notre directrice, chère Elodie, et je pense que c'est elle qui a eu cette idée-là quand même, parce qu'il faut déjà rien que pour revenir ici, déjà il faut y être né. Jamais on n'aurait pensé à ça, nous. Donc, mais ce lien aussi avec le rural, hein, je veux dire pour les architectes, enfin, et la nature, je trouve que c'est bien, quoi. Et vous y avez, en tout cas, vous avez bien travaillé. La troisième équipe aussi, ouais, on a vu. Alors moi, heureusement qu'il y a les maquettes, parce que bon, je suis pas un spécialiste de l'architecture, alors donc c'est bien. Moi, je vois pas si c'est un peu trop. L'échelle est un peu forte là-bas. Moi, ça m'a pas choqué. Hein. Mais bon, c'est bien. On a bien travaillé, et puis je trouve que c'est. Enfin voilà, ça fait avancer les choses, quoi. Alors j'espère que la commune de Saint-Didier va continuer hein, sur cette. C'est un début, je sais pas. Vous avez, il y a du potentiel quoi sur ce terrain, donc il faut y aller. Hein, alors peut-être que vous ferez autre chose que ça, mais et David a dit qu'il était très content de votre travail. Il peut être doublement content parce qu'en plus c'est pas lui qui paye, donc donc voilà. Mais vous allez être récompensé pour votre travail. Et voilà, j'espère qu'on reviendra dans quelques années quand même, peut-être quand même, mais pour revenir voir à la moquette grandeur nature, quoi. Hein, on peut se donner ce défi là, non? Hein, David, c'est bon? Il y a le maire, la première adjointe, donc c'est bon. LFA qui va. Voilà, ben merci à tous et puis bravo, en tout cas bravo aux élèves qui ont bien travaillé. Donc je vais vite fait parler du troisième projet qui est affiché là et qui, c'est des élèves étrangères, je crois, et qui n'ont pas réussi à concrétiser la dernière étape. Mais on a constaté que dans le jury que c'était un projet qui portait des choses importantes et on voulait les gratifier d'une mention spéciale du jury. Mais elles ne sont pas là, elles sont en Inde. Non, elles sont revenues depuis. Elles sont revenues. Bon, voilà. Donc on ne proposait pas de présenter leur projet qui était moins abouti. Donc le jury a eu un gros dilemme, on va le dire. Hein. Pour un peu, il y aurait eu... ça ne se jouait à pas grand-chose, il y aurait pu avoir 2 ex-aequo. Au final, on a classé un premier et un second. Ce que je voulais simplement dire à la commune et à Loire-Forêt, c'est que c'est bien de garder attache avec ses projets et avec ses élèves, parce que parfois des projets de concours d'architecture bois se sont transformés en vrais projets, parce que les élèves y grandissent et un jour ils ont des bureaux et c'est bien qu'ils restent dans l'investissement qu'ils ont fait. Donc, comment on fait? On fait le second prix.
Il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Donc le second prix a été donné à Sylva. Et Fibois 42, pour vous remercier de votre travail, vous a fait un chèque qui n'est pas en bois de 1 600 €. Sachant que vous avez toujours une somme qui a été prévue pour votre maquette et qui viendra en plus de cette somme-là. Voilà. Et donc le lauréat de ce concours est Studio 47, pour lequel on a attribué la somme de 2 000 €. Et c'était pour vous remercier de ce travail, de ce bon travail. Et puis on vous invite à garder lien avec le territoire, avec les élus, à continuer de les faire travailler dans leur tête et progresser sur cette question de l'urbanisme en milieu rural et comment on fait grandir un village, comment on le renouvelle et comment on va dans des habitats qui ne soient pas, comment on pourrait dire, excessifs en fait, hein, qui restent modestes, qui restent bien attachés à leur territoire et bien implantés. Merci beaucoup à tous. Donc là, on peut vous remettre vos chèques, on fera des petites photos. Rapprochez-vous plutôt du devant de la scène. Et puis, en même temps, on va vous remettre du coup le... mettez-vous, ouais, n'importe, devant, à la rigueur derrière les maquettes, comme ça on verra vos maquettes. Ça, c'est les prix des internautes. Oui, mais on peut les mettre en même temps. Regarde, mettez-vous derrière les maquettes, on débarrasse juste la table, histoire que ce soit un peu plus propre. Là, et en même temps, on va faire tir groupé avec le vote des internautes. Vous savez qu'il y a eu un petit vote. Alors, je pense que vous avez bien mobilisé vos familles et vos amis. C'était un truc de fou en fait. En un week-end, alors il y a eu plus de 200 votes en l'espace d'un week-end, alors qu'on avait glissé le vote au milieu d'une newsletter. On s'est dit mais personne va le voir. Et en fait, on a vu que ça s'affichait. Alors il y avait toute une lignée de Studio 47, toute une lignée de Sylva. Donc, alors malheureusement, heureusement, je sais pas, le résultat est le même. Donc c'est Studio 47 qui a réussi à mobiliser un peu plus. Donc vous avez le premier prix. Donc attends. Et donc vous avez quelques petites friandises. Et là, il y a un quatrième colis pour le quatrième de chaque équipe qui est absent. Voilà, donc en tout cas, encore bravo à tous les 8, à tous les 6 présents. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour la qualité de votre travail, parce que vraiment, ça a été un travail de qualité. On a pris beaucoup de plaisir à les découvrir, à les analyser. Et je pense que ça sera c'est une valeur assez intéressante aussi pour la commune. Donc merci beaucoup à tous les 6 et à tous les 8. Voilà. Bravo.